La troisième partie, c'est vraiment pour parler un petit peu des SCI, mais purs. Enfin, Ouais. est-ce que tu pourrais parler un peu de l'année blanche, le déficit foncier? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'année blanche, on entend beaucoup parler aujourd'hui d'année blanche, ce qui est le cas. Euh, L'année blanche, elle fait suite à l'instauration et la mise en place du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que là, on vient tous de déclarer nos revenus 2017 qui vont faire l'objet d'une imposition en septembre 2018 avec soit un reliquat d'impôt, soit un remboursement. Ensuite, l'administration va déterminer un pourcentage, un taux d'imposition du foyer fiscal ou un taux individualisé qui sera communiqué aux employeurs courant septembre-octobre pour avoir une mise en application à partir de janvier 2019 qui sera en fait d'avoir un taux d'impôt qui sera mis en place sur les salaires de janvier et qui constituera un acompte d'impôt sur le revenu de 2019. Et donc se pose la question de l'année blanche, c'est de dire mais alors qu'est-ce qui va se passer sur les revenus que le contribuable perçoit en 2018. Okay. S'il n'y a pas de notion de revenu exceptionnel, c'est-à-dire des grosses primes, s'il n'y a pas toute la notion de revenu exceptionnel, des ventes d'entreprises, des ventes d'actions ou autres, etc., le législateur a prévu qu'il n'y ait pas d'imposition sur les revenus 2018. À l'inverse, pour éviter que les contribuables puissent optimiser fortement leur imposition, dire moi je suis dirigeant de société, je vide les caisses de ma société, je prends des dividendes en 2018. Là, l'administration considère que c'est un revenu exceptionnel et fera un complément d'impôt sur le revenu sur ces notions de revenu exceptionnel qu'elle aura constatées en 2018. OK? Bon. Donc, ça sous-entend aussi que en mai et juin 2019, on devra quand même faire une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de 2018 et qu'il y donnera lieu soit à un impôt ou pas en fonction de la nature des revenus exceptionnels. Alors, le législateur s'est également posé la question sur les professionnels libéraux, sur les dirigeants de société, sur ceux qui font de l'immobilier en disant et en gros, comment on va faire pour eux? C'est très simple. Là, il y a des règles qui ont été déterminées par le législateur qui vont être confirmées, qui sont des règles de revenus moyens sur les 2-3 années qui arrivent. Et donc, si on prend le cas des revenus fonciers, aujourd'hui, le législateur dit que la règle des travaux dans les revenus fonciers s'appréciera sur 2018, 2019, 2020. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un contribuable qui ferait des travaux sur 2018, quand il déterminera son revenu foncier 2018, il pourra les déduire en totalité à 100%. Et ces mêmes travaux seront repris en déduction à 50% sur 2019. D'accord ? S'il ne les fait pas en 2018, mais qu'il les fait qu'en 2019, ces travaux ne seront déductibles qu'à 50%. D'accord ? Donc, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est de dire attention, c'est très complexe. C'est-à-dire que il faut bien avoir un projet à 2-3 ans dès lors qu'on est sur une notion d'investissement en revenus fonciers avec des travaux. Et que chaque cas est unique et que chaque cas doit vraiment être analysé de la manière la plus pertinente. Et donc là, on est vraiment dans des CIR parce que dans les déficits, dans les CIS, on n'aurait pas ce genre de soucis. Ah non, dans les CIS, on ne sera pas concerné. Sauf donc, sur des notions si on fait des distributions de dividendes. Si on voudrait réfléchir à l'optimisation par rapport aux dates de facturation, par exemple en 2019, sachant que le déficit foncier ne serait que pris en considération qu'à 50%. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le flux de trésorerie, il me semble, qui est appréhendé ou c'est la date de facturation qui est préhendée, qui est pris en charge dans une SCIR? Si par exemple on se situe en cours d'année et qu'on veut faire des travaux et qu'on sait que si on fait les travaux 2019, eh ben, on devra subir une perte de 50% du déficit. Alors là, je vais dire, pour synthétiser, c'est très simple. En termes de revenus fonciers, j'impose en recette les loyers que j'ai réellement perçus, ou indemnité d'assurance, indemnité d'éviction, etc. Et j'ai le droit de déduire que les dépenses que j'ai réellement payées, acquittées, que ce soit des dépenses de fonctionnement, assurance, syndic, commission d'agence, etc., etc. Et au niveau
des travaux, effectivement, j'ai le droit de déduire les travaux que j'ai réellement payés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai signé un devis de 30 ou 40 000 euros à mon entrepreneur, si je ne l'ai pas payé, il ne sera pas déductible. Donc ça veut dire que même si parce que parfois il peut être nécessaire d'avoir une facturation qui Oui. anticipe un flux de trésorerie dans le cas où c'est financé. Oui, donc, mais dans le ce cas-là, législateur est très clair là-dessus. Je ne peux déduire que si j'ai réellement payé. Donc, ce qui est important, c'est pas comme dans des sociétés, c'est pas les dates de facturation, Voilà, c'est les c'est dates date de décaissement. Exactement. Ok, donc c'était la question que j'avais. Donc ensuite, on avait parlé la dernière fois du risque de requalification fiscale du passage de l'IR à l'IS. Oui. Et donc, je voudrais savoir ce que tu penses si, par exemple, dans une SCI IR, on se met à faire de la location meublée ou de la location courte durée avant la fin de ces 3 années. Est-ce que le fait de faire ça, ça permettrait de faire un passage à l'IS dans le cadre du respect de la législation? Alors là, on parle de plusieurs notions. C'est je fais de l'immobilier par le biais d'une société civile. Je me pose la question de la passer à l'impôt société ou pas. Ça, c'est un choix, je vais dire, de gestion qui appartient aux contribuables. Je vais dire, je n'ai pas de réponse toute faite parce que si demain, je peux avoir un intérêt à passer à l'IS parce que j'ai de l'immobilier qui génère beaucoup de revenus locatifs, que je suis dans une optique de diversification ou de transformation de ma société sur le long terme ou de transmission, je peux passer à l'IS. Ou alors je peux rester à l'impôt sur le revenu. Si j'estime que je n'ai pas une tranche marginale trop importante, je peux avoir un intérêt. Donc je veux dire, là, il n'y a pas de vraie réponse établie. En revanche, quand tu évoques la location meublée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une société civile, quand elle fait de la gestion et de la location immobilière, si elle la fait en nu, ça relève d'une activité civile, donc imposée à l'impôt sur le revenu. En revanche, la location meublée est considérée par le législateur comme une activité commerciale. Et donc, si j'ai une société qui ne fait que de la location meublée, la société civile perdra de facto son imposition à l'impôt sur le revenu et devra établir ses comptes comme une société à l'IS. Il y a une marge de tolérance 5%, il me semble. Voilà, qui dit que je peux, dans une société civile, avoir des revenus de location nue et des revenus de location meublée. Tant que les revenus de location meublée n'excèdent pas 5% de la totalité des loyers, je peux conserver, entre guillemets, mon statut fiscal à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, pour résumer, il peut être intéressant de passer par la location meublée sur une SCI LR pour éviter un risque de requalification fiscale, parce que dans ce cas-là, ça peut être légitime, parce qu'il y a une région... Oui, alors après, la location meublée, je pense qu'il ne faut pas l'appréhender. Il faut l'appréhender sous le régime. Aujourd'hui, effectivement, la location en meublé non professionnelle, je dis bien non professionnelle, permet... En même temps, est-ce qu'on peut avoir de la location en meublé professionnel dans une SCIS? Bien sûr. Mais il n'y a aucun intérêt sur l'aspect patrimonial personnel. D'accord. Par contre, la location en meublé non professionnel permet de pouvoir avoir l'intégralité des charges déductibles et d'avoir une optimisation, entre guillemets, de l'imposition de ces revenus immobiliers. Ça, c'est une chose. L'autre avantage, c'est que la location meublée, effectivement, comme tu le soulignes, peut être plus pertinente dans certains secteurs géographiques, dans certaines villes, d'accord, où il est plus simple et plus rentable, parce qu'on va pouvoir louer plus cher, etc., d'opter à la location en meublé qu'à la location en nu. Donc, concernant la SCI, 2 autres questions. Donc, une question d'un de mes confrères qui disait écoutez, on peut faire des SCI à l'IS. Oui. Et en fait, plutôt que d'avoir un bénéfice qui dépasse par exemple, 60 000 euros, un compte de résultat de 60 000 euros, le fait de faire 2 sociétés. Pour avoir l'IS à taux réduit. Exactement. Pour avoir 2 comptes de résultat à 30 000 sur 2 sociétés IS. Lui, il m'explique que il faut le faire, c'est légal de faire ça, et moi, j'estime que non. Parce que dans ce cas-là, c'est une forme d'optimisation fiscale et que la raison pour laquelle elle s'est réalisée. Donc, qu'est-ce que tu en penses là? Alors, je vais dire, il n'y a pas de réponse tranchée. Encore une fois, c'est au cas particulier de chaque client ou de chaque dossier. Moi, je tournerais le problème à l'envers. C'est de dire, la question, c'est est-ce que je crée une SCI qui va se porter acquéreur de plusieurs immeubles
D'accord? Est-ce que je centralise tout mon immobilier dans une seule SCI ou à l'inverse, si je veux, entre guillemets, diversifier mes placements, je crée une SCI par immeuble. D'accord? Quel est l'avantage? C'est que si j'ai plusieurs sociétés, je dirais par immeuble, effectivement, je peux prétendre à l'optimisation, je dirais, de mon système d'imposition et revendiquer mes 38 000 euros à taux réduit et le reste au taux normal. En revanche, si je fais ce système-là, le jour effectivement où je décide de vendre l'immeuble, c'est peut-être plus simple pour déterminer la valeur des parts d'une SCI qui ne contient qu'un immeuble que si je vendais un immeuble qui appartient en totalité, qui appartient avec d'autres immeubles à une seule société. D'accord? Donc le choix, il doit plus être, je dirais, dans le long terme. Est-ce que je mets un immeuble par SCI ou est-ce que je crée une SCI qui est propriétaire de plusieurs immeubles? En fait, moi, que je t'écoutais, je ressens qu'on s'écarte un peu du sujet, en fait. La question, c'est... Non, parce que ce choix-là détermine ensuite les choix d'imposition. Est-ce qu'une personne qui va venir contrôler ce type de montage, il pourra très bien requalifier le montage? Il pourra, mais on pourra contre-argumenter sur le principe qu'on a une gestion diversifiée et qu'aujourd'hui, on a préféré faire le choix d'un immeuble par société. Par contre, s'il y avait une de ces sociétés où il y avait plusieurs immeubles, la logique là, elle serait... ça serait qu'il n'y aurait qu'un résultat fiscal au niveau de la société qui soit déterminé et qui serait l'addition de l'ensemble des loyers de tous les immeubles, moins la déduction de toutes les charges, et qu'il y aurait une imposition sur la globalité des revenus. Imaginons qu'on ait une société avec plusieurs immeubles et que là, on commence à un peu attaquer le plafond. On passe sur une autre société, on fait pour diminuer en fait l'IS. L'imposition. Dans ce cas-là, il pourrait avoir une requalification fiscale dans le sens comme ça n'a pas été fait avant systématiquement sur chaque bien. Oui, donc... ça pourrait se faire, mais après, encore une fois, en cas de contrôle de l'administration, il faut bien expliquer quel est l'intérêt juridique, économique et financier. Et toi, l'intérêt là-dedans, c'est... C'est ce que je disais, c'est de faire... L'intérêt, c'est de dire, moi, je peux avoir un intérêt à faire une gestion individualisée de mes immeubles, ou à l'inverse, je fais une concentration de tout mon patrimoine immobilier dans une société holding. Là, pourquoi ça pourrait être intéressant, ça, c'est de dire, quand je vais avoir des immeubles qui arrivent en fin de remboursement d'emprunt, ou alors qui vont être vendus, le cash reste dans la SCI et je peux le redéployer sur d'autres opérations. Chose qui sera beaucoup plus compliquée à faire si j'ai un immeuble par société. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Non, mais je veux dire, c'est... Après, ça dépend, il y a plein d'analyses pour ça, je suis d'accord avec toi. Donc, dernière question, c'est imaginons qu'on apporte sa résidence principale dans une SCI, LIS. Oui. Et qu'il n'y ait pas de loyer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a... À partir du moment où la SCI est à l'IS, la société holding est à l'IS, ou même la SCI, peu importe, et qu'on lui applique les règles commerciales, dès lors que la SCI consent un avantage à son dirigeant par le biais, par exemple, de l'occupation d'une résidence principale, le bénéficiaire de cet avantage devra établir un avantage en nature qui sera soumis à taxation. D'accord? L'avantage en nature, il est calculé sur la valeur de l'immeuble qui est affectée à la résidence principale. Une petite question. Dans le cas où la SCI est l'ALIR, elle est détenue par une holding, est-ce qu'elle va apparaître dans le compte sur la 2042 des associés de la holding? Non. Si la holding est à l'IS, non. Non. Ok.